Bonsoir à tous. Bon, alors avant que tout le monde aille au cocktail, on va juste faire ça très rapidement. Sur le private equity, un outil de partenariat au service d'internationalisation des PME françaises et africaines, tout est dans le titre. Alors, rapidement, moi je suis Stéphane Collin, je dirige le bureau de Paris du groupe Afrique Invest, qui est l'un des principaux fonds de private equity africains. Et je vais juste rapidement présenter nos panélistes de fin de journée. Alors en commençant par Clémence, ça c'est facile puisque Clémence Coble est dans mon équipe à Paris, directrice d'investissement chez Afrique Invest Europe. Ensuite Aziz Akel, qui est donc le directeur financier du groupe Capital Banking Solutions, qui est une participation du fonds Amétis, dirigé par Nicolas Manardo, qui dirige l'initiative Amétis Europe Expansion. Et puis Kevin Nirslo, qui est le directeur du développement d'Altereo, qui est un cabinet de solutions d'ingénierie, enfin de conseil pour la gestion de l'eau. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on démarre d'abord avec Clémence, honneur aux femmes. Désolé, messieurs, si ça vous va, hein, mais c'est pas parce que c'est Afrique Invest. Peut-être, Clémence, si tu peux démarrer en nous donnant un petit peu l'initiative des fonds de private equity africains que nous sommes avec Amétis pour nous mettre un peu au service du développement des PME françaises. Vous avez passé la journée avec énormément d'offres de solutions, de financement, d'aide au développement, de bancaires, de PPP. Mais là, on va parler pendant quelques minutes d'une offre particulière qui est le capital à travers le développement des fonds de private equity et ces initiatives que nous avons eues depuis quelques années de faire cela au travers des PME françaises. Clémence. Oui, alors bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Avant peut-être de parler justement de ces solutions que l'on offre aux PME françaises qui ont un angle africain, je vais revenir très rapidement sur le groupe Afrique Invest pour vous donner un petit peu de perspective. Donc le groupe Afrique Invest, c'est un des pionniers du private equity sur le continent africain. Donc le groupe investit dans des sociétés africaines de divers secteurs d'activité, de tailles assez diverses, qui ont des fonds qui sont des fonds sectoriels, des fonds généralistes, des fonds sur l'impact, qui couvrent le VC, le private equity, la dette privée. Donc ça reprend un petit peu ce que disait Stéphane en introduction. Il y a beaucoup de moyens d'accompagner les entreprises, notamment africaines, et par Afrique Invest, on a ces trois, on va dire, grandes rubriques. Le fonds existe depuis maintenant le groupe depuis plus de 30 ans. C'est 100 collaborateurs sur le continent à travers 8 bureaux et déjà 2 milliards levés par le groupe. Et pour vous donner un peu de perspective, c'est 200 entreprises qui ont été accompagnées, enfin plus de 200, par le groupe. Alors depuis 2017, il y a une initiative qui est vraiment dans notre sujet aujourd'hui, les PME françaises. Donc c'est Afrique Invest Europe que l'on représente avec Stéphane. Donc l'idée, c'est d'accompagner des sociétés françaises qui ont un angle africain. Cet angle africain, il peut être multiple. Ça peut être une filiale sur le continent, ça peut être un site de production, un centre de service, ça peut être de l'export. Enfin voilà, l'angle peut être multiple. Et donc aujourd'hui, on a déjà accompagné 17 sociétés, dont Altereo fait partie. On est très fiers d'accompagner ce groupe depuis maintenant 2 ans. Je pense qu'on fête notre 2e anniversaire dans quelques jours. Donc on est vraiment ravis. Et donc voilà, on peut dire un fonds d'investissement à valeur ajoutée pour ces sociétés, et on reviendra sur cette valeur ajoutée peut-être un peu plus tard, mais on les accompagne à se développer en France, à l'international, et notamment en Afrique, et on se sert évidemment de notre historicité, de notre présence locale par le groupe pour répondre à cela. Alors on dit souvent que le plus grand Burger King du monde est en face du plus grand McDo du monde, et donc on va passer la parole à Nicolas qui dirige donc l'initiative d'Amétis, qui aussi est un magnifique fonds de capital investissement africain, et avec ton passé aussi à travers la BPI, vous expliquer comment tu as fusionné ces deux expériences. Merci Stéphane, merci Clémence. En fait, quand on a vu il y a une dizaine d'années, il y a 12 ans, on a constaté déjà le succès fulgurant d'Afrique Invest, alors on a décidé de faire pareil. Et donc on a créé Amétis il y a 11 ans, 12 ans maintenant, et en 12 ans on a créé 6 bureaux, on est une soixantaine de personnes aujourd'hui. On a investi à travers 3 stratégies géographiques sur lesquelles je reviendrai, et avec nos spécificités. Donc on ressemble, mais nous ne sommes pas comme Afrique Invest. On a effectivement chacun nos recettes, du Big Mac au Whopper. J'aime beaucoup le parallèle, la métaphore que tu as prise, Stéphane. Amétis aujourd'hui, je vous dis, c'est 60 personnes. On investit
à travers Amétis Europe dans des PME européennes qui cherchent à s'internationaliser et au-delà de leur pays d'origine, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient et dans le reste du monde, en s'appuyant sur nos bureaux en Europe et en Afrique. On couvre l'Europe, les pays, on va dire les pays à vin depuis Paris, les pays à bière depuis Luxembourg. Ensuite, on a des bureaux à Casa, Abidjan, Nairobi, au Caire, avec par ailleurs 2 projets d'extension géographique plus au sud du continent africain et plus vers le Moyen-Orient, mais c'est dans les cartons. On a une stratégie d'investissement au Maghreb et au Moyen-Orient où on investit de la Tunisie jusqu'en Jordanie. Et prochainement avec une petite extension sans doute en Turquie. Donc on a grandi notre scope de ce point de vue-là, et une stratégie d'investissement en Afrique subsaharienne. Et on a une autre spécificité, c'est que nous avons un actionnaire de référence minoritaire chez Amétis, qui est le groupe Edmond Rothschild, qui nous apporte évidemment sa marque, sa crédibilité fiduciaire, ainsi que tous ces bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, qui sont pour nous à chaque fois des relais pour aller adresser les entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs grâce à ce partenariat avec Edmond Rothschild qu'on a rencontré Aziz Akel de Capital Banking Solutions, et on reviendra dessus dans un moment. Alors, l'une des 17 PME françaises dans lesquelles les fonds franco-africains d'Africa Invest ont investi, c'est Altereo, dont la direction générale est présente ici. Et Kevin, tu en es le directeur du développement. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Altereo, toutes les belles choses que Altereo fait en France, et puis aussi toutes les belles choses que Altereo fait en Afrique? Ça marche, ça? Oui, très bien. Alors, bonsoir à tous. Altereo, c'est une société d'ingénierie et de conseil tournée essentiellement vers les collectivités publiques, vers les services publics que nous accompagnons dans le secteur de l'eau et des territoires à travers de l'ingénierie, du conseil et des solutions digitales, avec une raison d'être qui aujourd'hui a beaucoup de sens. C'est adaptons les villes et les territoires aux défis du changement climatique. Donc aujourd'hui, c'est une réalité, ce changement climatique. On n'a pas la prétention d'avoir des solutions à tout, mais dans le secteur de l'eau, des services publics de l'eau, de l'assainissement, de l'écoulement pluvial et des inondations, des rivières, etc., on a un savoir-faire, on a des solutions de prévention, d'anticipation et de résilience. Et c'est ce qu'on fait en France, c'est ce qu'on exporte aussi pour partie, et c'est ce qu'on vise à développer à travers notre activité avec l'aide de nos partenaires financiers. Merci Kevin. Aziz, c'est un crève-cœur parce que c'est Amétis qui a gagné, qui est donc investi, je crois, il y a plus d'un an. Un an dans Core Banking System, dans Capital Banking Solutions. Est-ce que vous pouvez un peu présenter l'activité, sachant que vous êtes au cœur aussi d'une autre industrie essentielle, qui est l'industrie bancaire sur le continent? Non, mais il y aura peut-être un round 2, donc on ne sait jamais. Hein. Mais ça sera à travers Nicolas et les experts d'Amétis. Ça sera un peu plus cher, mais... Capital Banking Solutions est un éditeur de logiciels bancaires. Nous sommes sur le secteur du core banking, l'asset management et le private banking. Nous faisons aussi tout ce qui est relatif à la conformité, le digital et le mobile. Capital Banking est une équipe de 370 collaborateurs. Nous sommes présents dans 7 pays. Nous avons 9 filiales dans le groupe. Nous faisons à peu près 50% de notre chiffre d'affaires en Europe et le tiers de notre chiffre d'affaires en Afrique, notamment l'Afrique francophone.
Notre partenariat, une des clés du partenariat avec Amétis était la continuation, la croissance, le développement et l'accélération de la croissance en Afrique. Et cette année-là, on a fait 20% de croissance sur ce continent. On n'a jamais fait ça avant, donc la dynamique est très bonne. Et nous avons une proposition de valeur en Afrique aujourd'hui sur la microfinance. Peut-être on y reviendra un peu plus tard. Merci Aziz. Alors effectivement, ces initiatives, elles ont été beaucoup à l'initiative, enfin bref, vous m'avez compris, du premier sponsor qui est en haut à gauche, qui est Platinium, ils ont dû payer très cher pour être en haut à gauche, c'est BPI France. Parce que BPI France s'est rendu compte, en fait, quand Nicolas Dufourcq a pris la direction il y a maintenant donc une dizaine d'années, que les PME françaises regardaient l'Afrique en général comme un peu une poule regarde un couteau. Et malheureusement, l'Afrique, dans le monde merveilleux des actionnaires des PME françaises, l'Afrique fout un peu les jetons. Et pour déstresser la communauté financière parisienne, qui souvent est actionnaire de ces PME françaises, l'objectif c'était d'avoir des actionnaires avec un ADN africain, vous l'avez compris, hein, Amétis et Afrique Invest ont des ADN africains, ce sont des fonds africains dont 90% des fonds déployés sont sur le continent africain, 90% des transactions sont réalisées sur le continent africain, 90% des équipes pour nos deux fonds, mais c'est de venir au service des PME françaises. Alors Clémence, peut-être tu peux nous donner quelques exemples de comment, en tant qu'actionnaire de PME françaises, on finalement déstresse et on permet le développement de ces PME françaises qui, et nous, c'est un peu, je pense, tout le but du jeu de ces types de conférences, c'est d'expliquer qu'en fait, ce développement, ce co-développement, il est en fait bénéfique pour les deux parties, aussi bien pour le PIB de l'économie française, mais et aussi évidemment pour le développement du continent africain. Une vaste question. Il y a beaucoup d'angles et je vais essayer de surtout citer des exemples concrets parce que je pense que c'est ce qui est le plus parlant aujourd'hui aux entrepreneurs qui sont peut-être parmi vous. Mais en effet, je pense que déjà pour commencer, c'est un petit peu le sujet des meilleurs des deux mondes. C'est que finalement, ces PME françaises sont sur des marchés souvent assez matures en France, assez établis, mais finalement les relais de croissance viennent aussi du continent. Donc tout notre enjeu à nous est de venir et dérisquer des sociétés, si c'est vu comme ça par d'autres actionnaires, mais également de pousser cet angle africain qui nous semble vraiment être au cœur de leur stratégie et de les accompagner là-dessus. Donc comment on les accompagne? Il y a plein de manières possibles. Déjà, il y a de la mise en relation, tout simplement. Donc il y a vraiment ce côté réseau et qui est possible parce qu'on a des équipes sur place, des équipes locales. Je reviens sur ces fameuses 100 personnes qui sont dans 8 bureaux, qui connaissent en fait parfaitement finalement les secteurs dans lesquels on a nos PME en France. Elles connaissent ces secteurs, que ce soit au Kenya, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Côte d'Ivoire. Et donc on met en relation avec l'écosystème local, avec nos patrons de chaque bureau, avec potentiellement nos participations que l'on a déjà en Afrique. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a une société qui est dans l'équipement médical, dans la distribution d'équipements médicaux, et qui avait une difficulté sur le continent africain, et notamment en Côte d'Ivoire, d'adresser des petites commandes. Elle arrivait facilement à répondre à des gros appels d'offres, à des grandes commandes, mais la partie logistique était assez difficile. Et donc finalement, la mise en relation avec une de nos participations, dont c'est le cœur de métier sur le continent africain, et donc finalement, aujourd'hui, elle est capable d'adresser des commandes qui sont de taille plus réduite. Donc ça, c'est un exemple assez concret de mise en relation. Ça peut être aussi des mises en relation avec les grands institutionnels, qui sont par exemple pour nous nos principaux LPs. Donc ça a par exemple du sens dans des sociétés comme Altereo, quand je nomme ce genre d'institutionnel. Il peut y avoir également des aides tout simplement dans l'implémentation de nouvelles filiales, donc dans des sujets très locaux ou dans l'implémentation de sites industriels. Ça peut être également le cas, par exemple, dans des sujets de recrutement. Il nous est arrivé d'accompagner certaines filiales qui recherchaient des dirigeants pour un site industriel ou des directeurs commerciaux. Voilà, donc il faut vraiment avoir en tête que tous ces angles sont assez concrets finalement, très diversifiés et sont finalement assez singuliers d'une société à une autre. Et voilà.
Nicolas, est-ce que toi, depuis maintenant quelques années que tu t'es lancé dans cette stratégie, tu partages cette vision que ces entrepreneurs français ne demandent finalement qu'à se développer sur le continent africain et qu'il y a une frustration de la communauté, de ces entrepreneurs, de la communauté financière qui ne soutient pas assez finalement ces projets de développement et que maintenant qu'on parle Afrique positivement depuis quelques années en tant qu'actionnaire, bah tu unlocks de la valeur, tu as des discussions, des conversations, des actions auprès de tes sociétés de portefeuille. Clémence et toi avez donné toutes les clés. Le point additionnel que j'ajouterais, c'est la première chose, notre métier, c'est de drainer de l'épargne et de l'orienter vers le renforcement des fonds propres des entreprises. C'est très compliqué de drainer de l'épargne des pays matures et d'essayer d'expliquer qu'on va la flécher vers les marchés émergents et vers l'Afrique en particulier. C'est notre premier challenge, on y parvient. Si je prends l'exemple du fonds Amétis Europe, aujourd'hui on a 15% d'argent public qui provient de BPI France dans le fonds et 85% de capitaux privés. Donc on a déjà un premier succès à ce niveau-là. Et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'on arrive à montrer, grâce à Aziz et à toute l'équipe de Capital Banking Solutions, qu'une entreprise, quand elle est bien gérée par des bons entrepreneurs, est capable de s'adapter à toute typologie de marché, dès lors qu'ils abordent un nouveau marché, un nouveau pays, une nouvelle industrie, en recherchant un bon couple risque-rendement et en essayant de limiter les risques perçus ou les risques réels d'un pays. Donc oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est un partenariat entre des investisseurs capitalistiques que nous sommes et des équipes de management qui, eux, ont une expérience terrain. Et ça marche d'autant mieux que quand on investit au capital de ces entreprises, aux côtés de managers actionnaires, et Aziz a peut-être oublié de dire ça tout à l'heure, ou en tout cas j'ai oublié de le dire, c'est qu'Aziz est un actionnaire très significatif de Capital Banking Solutions. C'est d'autant plus motivant de prendre des risques que ce risque est partagé. Aujourd'hui, Amétis a 52% du capital de CBS, les managers ont 48%, et ce partage du risque fait que Aziz se dit, quand on fait nos parties de ping-pong pour se dire tu penses quoi de ça, tu penses quoi de ça, le partage du risque nous donne confiance l'un dans l'autre et aligne nos intérêts. Je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive à drainer de l'épargne, c'est ça qui fait qu'on arrive à convaincre des chefs d'entreprise d'ouvrir leur capital, et c'est ça qui fait que le partage du risque fait qu'on prend ces risques qui sont souvent plus perçus que réels et qu'on arrive à avoir des histoires de croissance. Et c'est vrai que CBS croît de 20% cette année et j'espère fera la même chose l'année prochaine. Je passe le message en cette période pré-budgétaire, Aziz. C'est Noël, on va dire oui. Alors, Kevin, est-ce que je ne trahis pas de secret, je crois que tu étais dans l'avion cette nuit pour revenir de Maurice. On a Altereo a une très belle filiale basée à La Réunion. Tu attaques toute la zone pour développement commercial. Voilà, comment tu attaques finalement le développement commercial africain aujourd'hui? Quelles sont les sources de financement ultimes? Et quelle est un peu l'équation que tu dois résoudre pour faire d'un côté des gains commerciaux et de convaincre les puissances publiques africaines d'investir dans leur système de gestion de l'eau, dans leurs infrastructures, et avant cela, d'avoir des études et des partenaires de qualité? Effectivement, je suis rentré ce matin. De Maurice. Alors, il se trouve qu'on a la chance d'avoir Afrique Invest à Maurice, et j'étais, exemple cité, j'étais très bien accompagné pour une mise en relation avec un autre écosystème, parce que nous, on va côtoyer un écosystème de techniciens, d'organismes techniques et d'institutions. Et là, on va accéder plutôt à un écosystème financier. Et dans l'écosystème financier, sur place, il y a aussi les émanations des bailleurs, des agences d'aide de développement. Et là typiquement, c'était l'AFD. Donc, j'ai pu rencontrer l'AFD au plus haut niveau à Maurice pour déjà réexpliquer ce qu'on pouvait amener, comprendre la politique et la stratégie sectorielle et se projeter de manière sereine en discutant
voilà, d'avenir et pour pouvoir être identifié déjà et s'aligner là-dessus. Alors, comment on aborde le sujet aujourd'hui? C'est vrai que auparavant, on était hexagonal, France hexagonale, c'est-à-dire qu'on partait de métropole pour essayer d'exporter. Donc plus spontanément, on va aller au plus proche en Afrique du Nord. Mon collègue Patrick, qui est là, a des attaches en Côte d'Ivoire et a pas mal développé de choses là-bas. On a également rencontré le bureau d'Afrique Invest en Côte d'Ivoire aussi pour des mises en relation. Mais il se trouve que justement, avec l'aide de nos partenaires financiers, nous avons pu faire une croissance externe il y a 2 ans, et nous avons, enfin il y a 1 an même, et nous avons intégré une société comparable à la nôtre, qui elle avait pas mal d'agences aussi en métropole, et une à La Réunion, qui a une belle équipe avec des expériences océan Indien, on va dire, et ça nous fait un avant-poste intéressant, puisqu'il y a une équipe là-bas qui est capable de se projeter sur la zone. Voilà, donc on peut repartir de la Réunion pour attaquer une autre zone, donc Maurice, les Comores, Madagascar, etc., avec des sujets qui sont différents de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant au Maghreb, par exemple, ou en Côte d'Ivoire. Donc là-bas, il y a vraiment un sujet changement climatique qui est prégnant, une stratégie de la FD très très portée sur ce sujet de l'appui de la ressource en eau, de la résilience et de l'adaptation. Et on arrive, nous, à être en écho de ça assez spontanément et trouver un nouveau marché qui, grâce à tout cet écosystème d'agences, d'équipes, de réseaux, nous permet d'envisager un développement sur ce sujet, sur ces zones, dans les années qui viennent. On essaye de le dire sans cynisme, mais on dit souvent quand il pleut pas beaucoup, on a besoin d'Altéréo. Quand il pleut beaucoup, on a vraiment besoin d'Altéréo. Et quand on sait que l'Afrique, je pense que ça a été dit pendant toute la journée, est un des continents qui va être le plus victime du réchauffement climatique et qui est le moins armé, ou en tout cas a peu d'armes ou le moins capitalisé pour y faire face, effectivement, de bien réfléchir à adapter ces installations, ces investissements, bien les flécher et les rendre les plus productifs possibles, puisqu'encore une fois, le capital est assez faible, on a vraiment besoin d'Altéréo tout le temps. Pour Aziz, vous avez 2 angles, c'est que ces banques africaines, là aussi on parle d'investissement, elles ne peuvent pas investir forcément dans des core banking systems extrêmement, aussi développés qu'européens, donc il faut trouver des investissements efficace. C'est là où l'offre de CBS est très puissante. Et puis aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de l'autre volet, alors qui n'est pas forcément africain, mais qui a cette dimension aussi un peu exotique pour nous? Une grande partie de vos développeurs est au Liban. Oui. Et donc on pense aussi évidemment beaucoup au Liban aujourd'hui. C'est parce qu'on est Ambition Africa qu'on ne peut pas penser à nos amis libanais. Peut-être nous dire un peu comment une société comme CBS, qui est une PME, arrive à évoluer dans des climats géopolitiques compliqués, et encore une fois avec beaucoup de souffrances humaines, j'imagine, pour les uns et les autres. Oui, c'est ce qui fait un petit peu notre force et faiblesse en même temps. On est sur plusieurs zones géographiques. On a du développement au Liban, on en a à Monaco, à Paris, on en a à New York. Et donc, le développement est un petit peu éclaté un peu partout. C'est vrai que en ce moment, le Liban ne se porte pas très bien. Mais ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et donc, on est assez autonome, on arrive à gérer. Et c'est business as usual, même si ça paraît ridicule et incroyable de le dire. Mais nous sommes opérationnels. Nous avons des plans de continuité et nous les mettons en place dès qu'il y a un problème. Pour revenir sur l'Afrique,
CBS est présente en Afrique depuis 20 ans. Nous sommes très reconnus à travers notre ancien logiciel qui s'appelait Orion. D'ailleurs, il y a une ruelle, la rue des banques, qui s'appelle la rue Orion à Abidjan. Et on est très fiers de ça. Maintenant, notre offre est plutôt basée sur notre nouveau logiciel qui s'appelle Capital Banker et qui fait tourner une banque de zéro, que ce soit une greenfield ou une banque déjà mature. Et on offre tout ce dont la banque a besoin pour faire tourner la machine. On sait tous que le taux de bancarisation en Afrique reste très faible par rapport à l'Europe et les moyens ne sont pas les mêmes non plus. Donc, avec le partenariat avec Amétis, nous avons décidé de lancer notre offre sur la microfinance pour aider l'amélioration de la bancarisation et aider les institutions financières avec un ticket d'entrée qui reste très faible. On peut démarrer une banque avec 5 000 € d'abonnement par mois et avec 3 mois de déploiement, ce qui reste très très raisonnable et très rapide pour démarrer une gestion monétaire. Donc la proposition de valeur de CBS sur l'Afrique, elle est très prometteuse et nous avons cette année signé deux contrats là-dessus. On espère en signer beaucoup plus l'année prochaine. Vraiment, on va pas durer trop longtemps. Peut-être une dernière micro-question pour Clémence et Nicolas. Pour Clémence, peut-être nous parler d'un exemple très, très concret pour nos amis dans la salle de nos participations, qui est Rani, qui était présent l'année dernière sur scène, qui peut faire écho au panel précédent sur comment finalement une belle PME française qui faisait 100% de son chiffre d'affaires en France, familiale, 5e génération, est allée casser des frontières et aujourd'hui fait la moitié de son chiffre d'affaires en Afrique dans le monde de l'éclairage public. Non, tout à fait, et ça fait aussi écho à ce que disait juste avant Kevin. Rani a eu la force de se développer énormément par croissance organique, mais également par croissance externe, et donc a acquis il y a quelques années une société qui s'appelle Novea, qui est spécialisée dans l'éclairage on va dire public, les candélabres, mais par de l'énergie solaire. Et leur cœur de métier était avant l'énergie traditionnelle à Rani, donc notamment la LED. Et donc finalement, à travers cette double offre, se retrouve à tant adresser aussi l'Europe que l'Afrique, et à commencer à adresser, grâce à une offre qui va de la Smart City à l'énergie traditionnelle, en passant par la LED et à l'énergie solaire, finalement toutes sortes de problématiques que peuvent rencontrer aujourd'hui les collectivités et également les espaces ruraux sur la question de l'électricité et l'électrification. C'est un grand débat il y a un très vaste sujet pour le continent africain, et la société a gagné un très beau contrat qui s'appelle, en partenariat avec l'ANER, notamment au Sénégal, où l'idée c'est d'installer 36 000 mâts lumineux, donc dans de nombreuses collectivités et de zones rurales dans ce pays. Et ce très beau contrat a été gagné avec d'autres entreprises internationales et françaises. C'est un contrat d'envergure pour le Sénégal, mais qui aujourd'hui fait des petits dans d'autres pays. Et donc on comprend aujourd'hui que Rani, les solutions sont adaptées en tout cas aux besoins du continent, sont adaptées aussi aux besoins du continent européen. Et donc ça a été une véritable vitrine pour ce groupe, et qui finalement rend aujourd'hui périn cette part, on pourrait dire, du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'export, et notamment sur l'Afrique. C'était un contrat qui était aussi avec son lot de challenges opérationnels, on peut dire, avec de nombreuses problématiques de financement, des problématiques aussi de logistique, d'installation, avec un véritable local content. Donc ils se sont vraiment on va dire, accompagner, fait des alliances avec des acteurs locaux pour pouvoir faire naître ce projet qui est
pour la taille du groupe, encore une fois, significatif aujourd'hui. Mais au vu du succès de ce projet, c'est très prometteur pour toutes les solutions que le groupe peut avoir sur ce continent et également en France, parce que c'est des solutions, on pense souvent au solaire à l'Europe du Sud et à l'Afrique, mais beaucoup de collectivités en France regardent ces solutions parce qu'il y a des énormes avancées technologiques finalement aujourd'hui, tant sur les batteries que sur les panneaux solaires en eux-mêmes, et donc qui rendent finalement l'usage de ces solutions possible dans de nombreux pays. Donc voilà. Nicolas, est-ce que tu veux donner par rapport aussi à ton portefeuille, les challenges, les réussites je sais que tu as une très belle société aussi dans la distribution où tu prends des très belles marques et tu arrives à les déployer avec un vrai savoir-faire de distribution sur le continent, peut-être comme dernier exemple. Ouais, en 2 phrases. Une première, effectivement, on a investi dans un groupe qu'on a constitué de toutes parts avec son fondateur et d'autres acquisitions, un groupe qui s'appelle Group Office Automation et qui est un grossiste à valeur ajoutée de matériel informatique, de dématérialisation, donc scanner, copieur, mais également de logiciels associés. Et cette société faisait un petit peu d'export vers l'Algérie. Et grâce au bureau d'Amétis en Côte d'Ivoire, on a trouvé d'autres distributeurs pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, 2 ans après notre investissement, la société est passée de 30 à 44 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sur cette croissance, sur les 14 millions de plus, il y en a eu 4 en Europe et 10 sur le continent africain. Donc c'est typiquement, et avec désormais une présence d'une filiale qui ouvre en 2025 à Abidjan, pour avoir des gens formés et compétents sur place. Ou un deuxième exemple, on a investi dans une société espagnole de cosmétiques, HB Aesthetics, qui fait des crèmes et des sérums pour les maladies de peau sévères, typiquement rosacée, coupe rose, acné prononcé. Et évidemment, on a un enjeu, c'est que toutes les typologies de peau ne sont pas les mêmes, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Amérique du Nord, qu'on soit en Amérique du Sud, qu'on soit en Europe. Et donc, par exemple, on a en ce moment un partenariat qui sera annoncé au début de l'année 2025 avec un laboratoire pharmaceutique égyptien pour qu'en fait, on fasse un co-développement pour les marchés du Moyen-Orient des produits HBA pour typiquement les populations d'Égypte et du bloc GCC. C'est des exemples qui emmènent de la croissance additionnelle et des opportunités pour des sociétés européennes et qui bénéficient évidemment systématiquement aux populations locales à travers l'emploi et à travers l'accès à des biens et des services de qualité. Merci. Bien, écoutez, il nous reste à remercier vraiment chaleureusement Aziz et Kevin, parce que d'abord d'être venus aujourd'hui, même si c'est un créneau pourri, 17h30 qui commence à 18h, mais on accepte quand même les créneaux pourris. Et surtout aussi d'avoir pris... ah oui, mais ça c'était génial. Ça c'était génial. Mais surtout d'avoir accepté des actionnaires un peu avec des ADN différents, qui n'ont pas des bureaux à Munich, Londres et New York, mais qui ont des bureaux à Tunis, Abidjan, Lagos, Nairobi. Et donc d'avoir fait confiance à des équipes qui font voyager un petit peu sur le continent africain. Donc merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.